Le linceul est un grand tissu d'une dimension très impressionnante. Il mesure environ 4,40 m de long et 1,10 m de large. Quand il est exposé, il paraît, de face, horizontalement, comme un très long, très imposant rectangle de couleur claire. On s'est rendu compte que ces dimensions correspondent à la coudée gréco-romaine de 54,6 cm, soit deux coudées de large et 8 de long. Il est en effet 4 fois plus long que large. Le poids est faible par rapport aux dimensions. Le linceul ne pèse qu'un peu plus d'1 kilo, 1123 grammes exactement, et sa couleur réelle est extrêmement pâle, tirant sur un jaune paille très délicat, très atténué, et comportant des ombres aux contours flous. 2 lignes sombres horizontales parcourent le linge d'un bout à l'autre, chacune à 30 cm du bord environ, c'est-à-dire qu'elles divisent le linge en 3 bandes égales. Ces 2 lignes sombres comportent, un peu en chapelet, des formes triangulaires plus claires. Au premier abord, de près comme de loin, on ne comprend pas du tout ce qu'elles représentent. Il s'agit de traces de brûlure. En 1532, le linceul qui se trouvait dans la Sainte-Chapelle de Chambéry fut pris dans un incendie. La chapelle brûla entièrement. Le linceul qui se trouvait dans un reliquaire d'argent fut gravement endommagé. Il était alors plié en 4 dans le sens de la longueur, puis plié en 12 dans le sens de la largeur, c'est-à-dire en 48 épaisseurs. Selon certaines autres études, il était plié plutôt en 52 épaisseurs et en accordéon, quoi qu'il en soit. Certains coins du tissu plié ont fortement cramé ou ont complètement brûlé. Ce qui fait que le tissu, une fois déplié, montre ces 2 lignes sombres qui sont donc du tissu cramé. Elles comportent de part en part, de façon régulière, des triangles plus clairs. Ces triangles sont des pièces de raccommodage posées aux endroits où le tissu était complètement brûlé. Ces réparations ont été réalisées minutieusement par les sœurs Clarisse de Chambéry, 2 ans après l'incendie, en 1534. Notons aussi que 2 des 4 coins du linceul sont manquants, le coin supérieur gauche et le coin supérieur droit. Ils ont été découpés à une époque et dans un but qu'on ne connaît pas. D'autre part, à quelques centimètres du bord longitudinal supérieur, une couture discrète parcourt toute la longueur du tissu. Cette couture se trouve en haut, du côté du bord traditionnellement manipulé au cours des ostensions de jadis, le linceul étant toujours présenté dans le même sens. On a constaté une parfaite continuité des fils de part et d'autre de la couture, indiquant qu'elle a été effectuée de façon extrêmement minutieuse. Il n'y aurait pas de coupure du fil, et la couture ressemblerait à un ourlet en pleine étoffe. Le rôle de cette couture est encore inconnu. En tout cas, il est important de savoir que les particularités de cette couture sont identiques à celles retrouvées dans les tombes d'un monument contemporain du Christ, la forteresse juive de Massada. Cette forteresse se trouve au bord de la mer Morte. Elle fut le dernier bastion de résistance des Hébreux contre les Romains, qui la détruisirent en l'an 72. Les tissus qui y ont été trouvés sont donc antérieurs à cette date. Et sachant que ce type de couture n'a été retrouvé nulle part ailleurs, trouver la même couture sur le linceul constitue un élément important pour sa datation. Mais ce qui nous intéresse, ce ne sont ni la couture, ni les 2 grosses lignes sombres parallèles parsemées de triangles clairs. Ce qui est important, c'est la zone qui est comprise entre les 2 lignes parallèles, c'est-à-dire la zone qui occupe la partie centrale du tissu d'un bout à l'autre. Dans cette bande centrale du tissu, il faut être placé à quelques mètres pour distinguer quelque chose, car de près, c'est tellement pâle qu'on ne voit quasiment rien. Les chercheurs qui travaillent sur les photographies sont obligés de renforcer les contrastes pour faire apparaître les détails. Et que distingue-t-on malgré tout dans cette partie centrale de ce long tissu? On distingue une double silhouette humaine. Sur toute la moitié gauche du tissu, une silhouette humaine horizontale, grandeur nature, vue de face.
Sur toute la moitié droite du tissu, une silhouette humaine, horizontale, grandeur nature, vue de dos. Les deux silhouettes sont en contact par le haut de la tête au milieu du tissu, tandis que les jambes, allongées, et les pieds se trouvent vers les extrémités. Sur toute la moitié gauche figure donc une silhouette vue de face, le visage entouré d'une épaisse chevelure, les avant-bras croisés sur le ventre. Et, symétriquement, sur toute la moitié droite se trouve une silhouette de dos. Ces deux silhouettes symétriques ne sont marquées par aucun contour, uniquement par de légères ombres tout en dégradé. Cette disposition de deux silhouettes symétriques opposées par la tête montre que le linge a enveloppé un corps humain, et que l'enveloppement a été effectué de la façon suivante. Une moitié du linge a été posée sur une surface plane, tout d'abord, et un corps a été posé sur le dos, sur cette moitié du linge. Ensuite, l'autre moitié du linge a été rabattue par-dessus la tête et le corps tout entier, lequel s'est trouvé ainsi complètement enveloppé de la tête aux pieds dessous et dessus. Ce corps a laissé sur le linge une double trace. En déployant complètement le tissu, les deux formes humaines se trouvent opposées par la tête. Il s'agit d'un homme mesurant 1,78 m et qui porte une natte de cheveux dans le dos. Notons au passage que cette coiffure était chez les Juifs la marque des nazirs, hommes saints consacrés à Dieu. C'est cette double trace d'un corps humain que nous allons dénommer empreinte dans la suite de notre exposé. Dans la partie centrale du tissu se trouvent également de très nombreuses taches de couleur mauve rosé qui sont des taches de sang. Elles sont réparties à différents endroits de la double silhouette et nous les étudierons en détail dans les vidéos 7, 8 et 9. Contrairement à l'empreinte, ces taches ont des contours particulièrement nets. On distingue également sur le linceul, disséminé de façon régulière, des taches d'eau. Il s'agit vraisemblablement de l'eau jetée sur la relique lors de l'incendie. D'autres observateurs pensent que ces taches d'eau résulteraient d'une inondation dont le linceul aurait réchappé, peut-être à Édesse, ville du Moyen-Orient où il séjourna jadis, ou peut-être lors de sa dissimulation dans les tout premiers siècles de l'ère chrétienne. En tout cas, ces taches sont d'une couleur très pâle, jaunâtre, et assez difficile à discerner si l'on n'est pas habitué. Pour nous résumer, ce qui figure de prime abord sur le linceul, c'est des brûlures, des pliures, des traces de faux plis, des pièces de raccommodage, une couture longitudinale, des taches d'eau, une double silhouette humaine et des taches de sang. Pour compléter cette présentation générale, disons un mot de l'envers du tissu qui prête lui aussi à observation. En 2002, d'importants travaux de restauration du linceul ont été effectués. Le linceul se trouvait alors, jusque-là, maintenu sur une doublure, et celle-ci fut retirée en 2002, et l'on trouva sur l'envers du tissu d'abondants résidus de combustion, des imprégnations de sang humain, de lymphe et d'eau. À cette occasion, on retira également les pièces de raccommodage posées par les sœurs Clarisse en 1534. Tel est donc notre objet d'étude, dont nous allons parler maintenant, et découvrir son histoire dans les 3 vidéos suivantes. Vidéo 3, le linceul de Jérusalem à Constantinople. Vidéo 4, Mandylion ou linceul, les visages du Christ. Vidéo 5, le linceul en Occident, vénération populaire, haine maçonnique.